Retour sur ce plateau, nous abordons notre deuxième sujet avec nos invités. Nous restons au Burkina, mais nous allons l'élargir à l'Afrique de l'Ouest et au Sahel, plus précisément, mais la naissance d'une nouvelle alliance des États du Sahel. Et après le G5 Sahel, une autre alliance se noue entre certains de ces États membres. Ce samedi, le ministre malien des Affaires étrangères a annoncé la création d'une alliance entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Il disait en substance, par la présente charte dénommée charte du Liptako-Gourma, les parties contractantes instituent entre elles l'Alliance des États du Sahel, AES. Toute atteinte à la souveraineté, à l'intégrité territoriale d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera le devoir d'assistance et de secours de toutes les parties. Il faut dire que c'est le traité d'intervention libre qui existait entre le Niger et les deux pays, Burkina Faso, Mali, pour pouvoir venir en aide au Niger en cas où le Niger serait agressé par la CEDEAO et qui était en tout cas l'un des sujets qui avait occupé les débats aujourd'hui. Il va plus loin pour devenir une alliance maintenant entre les trois États, non plus seulement contre la CEDEAO au cas où elle voudrait intervenir militairement, mais contre toute agression. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali forment un bloc maintenant qu'ils appellent l'AES, l'Alliance des États du Sahel, quelque chose qui ressemble beaucoup au G5 Sahel. On dirait que le G5 Sahel a maintenant un petit frère. Le G5 Sahel même, le G5 Sahel même a été suspendu. Qui est agonisant. On ne sait pas. Ça, on n'a pas été officialisé, on n'a pas l'acte de décès officiel. Je peux affirmer ici que le Burkina, le Mali et le Niger viennent de poser un acte qui confirme ce qu'ils avaient déjà dit. Ils ont signé cette charte qui va dans leurs intérêts. Et avoir le contenu du communiqué, on doit les prendre au sérieux. Ah oui? Parce que ce sont les trois pays qui ont fait des coups d'État ces derniers mois en Afrique de l'Ouest. Et quand la CEDEAO a brandi son intervention, le Burkina et le Mali ont dit non. Si la CEDEAO devait intervenir, ils iront en appui pour le Niger. Et voilà qu'aujourd'hui, quelques semaines plus tard, ils ont signé cette charte qui ne met pas au défi la CEDEAO, mais c'est une charte qui doit les contraindre à mettre ensemble leurs énergies pour combattre le terrorisme. Les terroristes, c'est à mon point de vue le premier point. Pour le deuxième point, je peux dire que c'est une unité de dissuasion contre la CEDEAO. Et je le soulignais depuis sur ce plateau que la CEDEAO, techniquement, à elle seule, n'a pas les moyens logistiques pour une intervention au Niger. Même s'il doit avoir intervention, il ne peut jamais avoir une intervention terrestre. Ce serait une intervention aérienne faite par la France et non par un autre pays. Du coup, on peut comprendre ici que le Niger, le Burkina Faso et le Mali sont devenus les trois mousquetaires de la sous-région. Les trois mousquetaires de la sous-région. Voilà, et qui donnent du fil à retordre aux responsables de la CEDEAO. Parce que, à l'allure que prennent les trois responsables, il se pourrait même qu'ils disent un jour qu'ils sortent de la CEDEAO. Oui. Ils pourraient dire aussi, un de ces 4 matins, qu'ils vont frapper leur propre monnaie. Et ils vont mettre la sous-région en difficulté. Moi, je pense que c'est l'heure. Il est l'heure pour que les responsables de la CEDEAO se réunissent et mettent la balle à terre. Il faut discuter avec le Niger, discuter avec le Burkina, discuter avec le Mali pour avoir des résultats plausibles
pour l'intérêt de la sous-région. Parce qu'un émiettement de la sous-région ne va dans l'intérêt de personne. On a créé l'Organisation de l'Unité africaine en 1963. Mais le président Houphouët-Boigny a créé le Conseil de l'Entente au sein de cette organisation pour avoir plus de manœuvres. Ça veut dire qu'il n'est pas exclu qu'il y ait une autre entente aujourd'hui, au sein de la CEDEAO. Il faut exclure les sous-divisions de la région. Okay. Nous avons une organisation sous-régionale qui est la CEDEAO. Les responsables de la CEDEAO doivent tout faire pour maintenir cette unité, parce qu'il n'y a pas que les francophones dans la CEDEAO. Alors il faut supprimer l'UMOA, il faut supprimer le Conseil de l'Entente, il faut supprimer tous ces petits trucs-là. Toutes ces organisations sont mises en place pour un but, pour un intérêt. Dans la CEDEAO, nous avons un pays lusophone. Dans la CEDEAO, nous avons le pays anglophone, Nigeria, Ghana. Mais ils sont pour un objectif économique. Si ces derniers temps, il y a un détournement d'objectifs où la CEDEAO passe plus à la politique, il faut nécessairement que cette charte mise en place par ces trois pays leur donne une idée de revenir sur terre et mieux comprendre la situation et de prendre les décisions qui s'imposent en convoquant une réunion d'urgence pour inviter les ministres des Affaires de ces trois pays pour discussion, pour qu'ils éclaircissent la raison de la signature de cette charte pour l'intérêt de nos populations. Je n'ai pas bien compris que la CEDEAO invite les responsables de ces trois pays. On les invite à une réunion pour qu'ils viennent donner plus d'explications à ce qu'ils ont fait. Parce que les poutistes, certains parmi eux ne sont pas reconnus. Donc je ne peux pas dire. Eux tous d'ailleurs ne sont pas reconnus et sont sous sanction. Mais pire encore de celui du Niger. Les ministres qui se sont rencontrés pour l'annonce de ce communiqué, au moins qu'ils soient invités et pour qu'ils expliquent, qu'ils soient invités pour qu'ils expliquent les raisons qui les ont poussés à la formation de cette charte et leur dire que compte tenu de ceci, il y a ça, compte tenu de ceci, il y a ça, parce que moi je pense que si on laisse ce petit regroupement de trois pays, on ne sait pas faire, il y aura d'autres adhésions et la CEDEAO sera sur le point de la fissure. Parce que déjà, avec le Niger, crée un problème qui amène la disqualification de la CEDEAO à partir de ces actes. Et je l'avais dit tantôt sur ce plateau, que le premier coup d'État au Mali n'a pas été réglé comme cela se doit. Le deuxième coup d'État de Assimi Goïta, la CEDEAO devait lui dire de remettre le gouvernement de transition en place avec son premier ministre. Tel n'a pas été le cas. Et c'est la suite logique. C'est la conséquence que nous suivons aujourd'hui. La CEDEAO n'a qu'à tout faire pour reprendre la balle et être à la manœuvre pour mieux gérer la sous-région. Sinon, nous risquons d'avoir l'implosion de la CEDEAO en question. Gabriel Adjao, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, voit le jour, du moins ça a été annoncé ce samedi par le ministre malien des Affaires étrangères. Cette alliance regroupe trois pays, Burkina, Mali, Niger, qui d'ailleurs étaient déjà reliés par une certaine entente afin de venir soutenir le Niger en cas d'agression de la CEDEAO. On dirait que ces propos ont été plus formalisés pour ne plus être une intervention occasionnelle, mais devenu un élément formel qui réunit les trois pays comme on l'avait vu au temps du G5 Sahel. C'est pourquoi je demandais si le petit frère du G5 Sahel venait d'être né. Oui, bon, pratiquement on peut le dire. Ça peut être le petit frère du G5 Sahel et en même temps le petit frère de la CEDEAO. Ah ben, qui sait pas. Donc, vous savez, tout ça, ça découle de la méfiance de ces trois États-là par rapport aux autres pays de la CEDEAO. Vous aurez pu constater que la plupart de ces pays-là, que ce soit le Burkina et le Niger, se retrouvent au niveau du Conseil de l'Entente, qui est composé au même moment du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Togo. Mais aujourd'hui, quand tu prends la position de la Côte d'Ivoire et surtout du Bénin, ces pays-là sont prêts aujourd'hui à attaquer le Niger.
Donc l'amitié là, je pense que c'est déjà disloqué. Et au niveau du G5 Sahel, vous voyez, ces pays-là ne font pas forcément confiance au Tchad et à la Mauritanie. La Mauritanie, bon, qui soutient plutôt les régimes de Tiani, de Traoré et de Goïta au Mali. Donc pour moi, c'est une très bonne chose de pouvoir s'organiser. Je l'ai dit sur ce plateau plusieurs fois que c'est comme si les pays de la CEDEAO, certains pays se désengagent de la lutte antiterroriste. Certains pays ne se sentent pas véritablement concernés alors qu'eux aussi sont attaqués. D'autres sont là en train de jouer un sale jeu. Et ces pays-là voient que, bon, peut-être que c'est nous sommes qui sommes concernés, donc on doit pouvoir s'organiser pour s'entraider. L'objectif premier, ce n'est pas de lutter contre une agression extérieure du Niger par certains pays de la CEDEAO ou bien même par la France. L'objectif premier, ce n'est pas ça. L'objectif premier, c'est de lutter contre le terrorisme. Parce que ces pays-là sont menacés et il faut créer une ceinture au niveau de leurs frontières pour pouvoir repousser les terroristes. Parce que la plupart du temps, ces terroristes-là viennent d'ailleurs, ils vous attaquent et puis ils se replient. Donc, il faut s'organiser au niveau de ces frontières-là et aussi assister les autres. C'est une sorte de groupe de défense et de protection mutuelle. Donc, à chaque moment qu'un pays se fera agresser, les autres pays viendront en appui pour pouvoir l'assister militairement et de quelque manière que ce soit. Donc, pour moi, c'est une très bonne initiative. Si les autres pays de la CEDEAO, les 12 pays restants ne veulent pas accompagner le Niger ou même sont encore prêts à attaquer le Niger, je pense que c'est tout à fait normal aujourd'hui que ces pays-là se disent, bon, on va s'organiser entre nous, puisqu'on le faisait déjà avec le G5 Sahel, mais si on n'est pas en odeur de sainteté avec le Tchad, qui, entre griffes, a une autorité qui est établie par la France, on n'est pas en odeur de sainteté avec la France. Donc la France peut passer par celui-là pour nous attaquer à tout moment. Donc on doit pouvoir s'organiser pour, premièrement, lutter contre le terrorisme et ensuite lutter contre les agressions extérieures au cas où cela devenait contre le Niger. Donc c'est une très bonne décision pour moi. Il faut passer de la parole à l'acte et c'est ce que ces pays-là ont fait. Ça veut dire qu'il y a du sérieux dans les déclarations de Traoré, de Goïta et de Tiani. Donc pour moi, c'est une très belle chose. Le deuxième vient de dire quelque chose de très important. La CEDEAO aujourd'hui est dos au mur. Lentement mais sûrement, on est en train d'assister comme ça à la dislocation ou même à la mort lente de la CEDEAO. Si on ne fait rien, ces pays-là, s'ils partent de la CEDEAO, qu'est-ce que la CEDEAO va devenir? Je l'ai dit à plusieurs reprises ici, la dernière réunion de la CEDEAO, il y avait plus d'Occidentaux que même de représentants de l'Union africaine et autres là. Donc aujourd'hui, il faut créer même une dynamique au sein de cette CEDEAO pour ramener ces pays. Pour ramener ces pays, il faut les rassurer en fait. Les rassurer comment? En faisant la lutte contre le terrorisme. Parce que si vous vous désengagez de la lutte antiterroriste et que vous préoccupez beaucoup plus à ce que Bazoum revienne au pouvoir au Niger, alors là, je ne sais pas où est l'entente fraternelle qu'on a voulu au sein de la CEDEAO. Le MOA est là, la CEDEAO est là, le MOA, ça s'occupe beaucoup plus de la monnaie, on n'a pas de problème avec ça, même si la CEDEAO parfois prend des sanctions que l'UEMOA doit prendre. On est dans cette dichotomie à chaque moment. La BCAO. Oui, la BCAO. Donc, sincèrement, nos dirigeants doivent se prendre au sérieux, ramener ces pays au sein de la CEDEAO, discuter avec eux, leur proposer ce qu'il y a de droit et surtout faire je l'ai déjà dit, la lutte antiterroriste. C'est seulement ce qui fera que ces pays-là pourront à nouveau faire confiance à la CEDEAO. Sinon, on n'est pas obligé d'adhérer forcément à une organisation sous-régionale ou même panafricaine. On peut conduire son pays souverainement, mais avoir des liens commerciaux avec les autres pays. Si tu es en alliance avec un pays et que ce pays-là est capable de t'attaquer à tout moment, je ne vois même pas l'importance de s'allier toujours avec ce pays, parce que là, tu serais avec ton ennemi qui pourrait t'empoisonner à tout moment. Je donne ce le Burkina, le Mali et le Niger se retrouvent à nouveau dans une alliance. Cette fois-ci, c'est l'alliance des États du Sahel, AES, qui regroupe ces trois pays pour le moment. L'annonce a été faite ce samedi au regard. Non mais écoutez, les oiseaux de même plumage font route ensemble, d'accord? Si vous voyez à la tête de ces trois pays, il n'y a que des militaires, voilà. Des militaires qui sont venus parce que
les uns les autres ont appelé coup de force ou alors coup d'État. Mais ce qui est évident, c'est qu'ils sont plébiscités par leur population, ils sont là, ils sont acceptés par leur population, c'est l'essentiel. Et donc aujourd'hui, si ces trois États se mettent ensemble, c'est pour une cause, ce n'est qu'une suite logique de ce qu'ils avaient déclaré à la première minute des agitations de la CEDEAO après le coup d'État du Niger. Dire que s'il y a une intervention contre le Niger, cela sera interprété comme une déclaration de guerre contre le Mali et aussi contre le Burkina Faso. Il se réservait le droit d'intervenir et naturellement. sortir aussi de la CEDEAO. C'est bien cela. Donc aujourd'hui, si ces trois pays se mettent ensemble, ce n'est qu'une suite logique de ce qu'ils avaient dit. Vous voyez le Burkina Faso qui continue pas convoyer de vivre et de non-vivre, voilà, pour soutenir le Niger asphyxié par les sanctions de la CEDEAO. Le Burkina Faso continue pas à alimenter d'une manière ou d'une autre le Niger pour pouvoir le maintenir en vie malgré les sanctions. Alors si ces gens-là se rapprochent beaucoup plus avec un acte officiel qui les lie et qui leur donne la même vision des choses, notamment le terrorisme et toute agression militaire, je pense que c'est de bonne guerre. Je vois peut-être par là une nouvelle Afrique, d'aucuns parleront d'une Afrique nouvelle démocratique. Moi je ne parlerai pas d'une Afrique démocratique parce que les bases d'ailleurs de la démocratie qui nous ont enseigné, nous ont mal orientés et ont tout faussé, d'où ces frictions que nous sommes en train d'observer sur le continent. Si aujourd'hui on n'a plus d'une entité de regroupement sur le continent africain, c'est la mauvaise gestion de la démocratie qu'on nous a amené dans un plateau dont nous ne maîtrisons pas trop les couvercles, et on ne peut que se chercher dans les différentes entités, si ce n'est pas l'Union africaine, si ce n'est pas la CEDEAO, si ce n'est pas le Conseil de l'Entente, si ce n'est pas, c'est finalement l'alliance des trois pays. Et dernièrement, nous avons le G5 Sahel, hein, et qui aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu? Personne n'en sait grand-chose, mais j'avoue que ce regroupement de par le passé aussi n'avait pas une identité africaine comme cela se doit. C'était l'opinion de certaines puissances et acceptée par les Africains ou alors les pays du Sahel, et donc qui avaient aussi leur mot à dire dans ce regroupement, et ça n'a pas fait long feu. Mais si aujourd'hui, ceux qui se reconnaissent dans leur propre lutte et dans leurs propres besoins se mettent ensemble pour trouver des solutions, je pense que c'est des solutions endogènes qui seront trouvées aux problèmes qui sévit sur le continent. Le Burkina Faso et le Mali et puis le Niger aujourd'hui ont un dénominateur commun, c'est quoi? C'est le terrorisme, malheureusement. Alors, si ces gens-là qui ont derrière aujourd'hui un partenaire dont nous venons de parler tout à l'heure, lorsque vous allez au Mali, vous allez voir qu'il y a les pieds de la Russie là-bas. Vous allez au Niger, il y a le nez qui pointe, mais qu'on ne voit pas concrètement encore. Et au Burkina Faso, c'est vrai, la main de la Russie est là. Alors, si ces trois entités, ces trois États se mettent ensemble avec pour les numéro 1 des hommes en treillis, des militaires qui veulent mettre ensemble plutôt une loi pour véritablement atteindre leurs objectifs. Je pense que la chose doit être maintenant beaucoup plus au sérieux. On avait fait foi aux civils qui peut-être les ont trahis. Donc il faut peut-être faire maintenant foi aux hommes de loi, aux hommes de principe, pour voir si on pourrait arriver à bout à ces problèmes qui font vaciller le continent. Et moi je crois que c'est une bonne décision. Mais pourquoi est-ce qu'on doit en arriver là, comme le disait tantôt le doyen, ces fractions d'entités avec un continent unique et seul en son genre, que les Occidentaux ont profité, nous ont aidé à fractionner, et que nous continuons toujours pas à fractionner jusqu'à quand le réel développement de l'Afrique. Mais c'est en cela qu'on nous a amené. Mais cette fois-ci, comptons voir avec les solutions endogènes comme ce que ces militaires sont en train de nous proposer. Moi, j'allais dire en premier abord que quand je vois la photo de ces trois présidents, je me retrouve un peu plus dans ces gens-là en termes d'identité. Par contre, si je pense que c'est un regroupement du continent africain comme la CEDEAO, des fois je me pose la question, tous ces blancs qui sont souvent aux réunions, alors ils viennent d'où? C'est des gens qui ont des nationalités finalement africaines et qui ne sont plus bon, finalement je ne me retrouve pas
parfaitement part dans ces entités-là. Mais si aujourd'hui on peut avoir sur le continent une entité qui représente véritablement l'Afrique, qui fera comme dirait un bon niveau, le palabre de l'Afrique, l'affaire de l'Afrique, je ne peux que dire bravo, mais attention, il y a toujours des bras noirs qui vont vous secouer, vous désorienter, mais tenez toujours sur le principe supérieur et l'intérêt supérieur des populations africaines. Alors, l'AES, aujourd'hui, géographiquement, géostratégiquement, vient peut-être signer l'acte de décès du G5 Sahel, parce qu'entre-temps, le Mali s'était retiré du G5 Sahel, le Burkina, d'une certaine manière, avait suspendu sa participation, le Mali, le Niger, je veux dire, jusqu'à preuve de contraire, était toujours membre du G5 Sahel, puisqu'il y avait Bazoum, mais après le coup d'État, on ne s'est pas vraiment prononcé sur le G5 Sahel. Et alors, aujourd'hui, il ne reste que 2 pays, le Tchad et la Mauritanie, qui géographiquement sont séparés par le Niger et le Mali. Alors, la formation de cette nouvelle alliance qui n'engage pas pour le moment le Tchad et la Mauritanie vient pratiquement mettre fin au G5 Sahel parce que normalement la Mauritanie et le Tchad ne pourraient plus coopérer militairement vu qu'ils sont séparés par 2 grands États à la taille du Niger et du Mali. Alors, faut-il dire que c'est un nouveau G5 Sahel qui se construit ou bien c'est un nouveau G3 Sahel, on pourrait dire, qui se construit et qui veut éliminer certains qui n'ont pas peut-être la même vision? Et si oui, est-ce que ce nouveau groupe a les moyens vraiment pour atteindre ses objectifs? Parce que, comme l'a précisé quelqu'un, c'est pour lutter premièrement contre le terrorisme et toute agression. Ici, ils parlent dans leur charte, je pense, à l'article 6, d'agression. Toute agression de l'un de ces États sera considérée donc comme une agression des autres États également. Est-ce que ces 3 pays disposent aujourd'hui des moyens? Ou bien, comment pensez-vous qu'ils pourront arriver à réussir là où le G5 Sahel avait échoué? Oui, le problème, le G Sahel a échoué parce que cette organisation n'avait pas les coups de franche pour agir. GS Sahel était soutenu par la France. Oui. Et la France a cautionné la prise du pouvoir par le fils du président Déby. Et la Mauritanie a un chef d'État démocratiquement élu, donc un civil. La conception d'un civil dans la lutte contre le terrorisme a un autre paramètre. Les militaires sont en principe formés pour défendre la patrie. Et je le dis toujours, l'émission de l'armée dans l'arène politique est un accident. Toutefois, pour paraphraser le nouveau chef de la tradition du Gabon, la dernière fois, il disait « Là où les politiques ont échoué, c'est l'armée qui intervient pour donner la joie à la population. » Il est vrai que les coups d'État intervenus dans la sous-région ont eu l'assentiment de la population, mais pas de toute la population. Toutefois, la question qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est de voir si ces 3 pays, à eux seuls, peuvent lutter contre le terrorisme. Oui, justement. L'engagement pris est sérieux, mais ont-ils les moyens? C'est le premier problème. Oui. Moi, j'aurais voulu que, au lieu que la CEDEAO positionne ses troupes pour attaquer le Niger, que les éléments de la CEDEAO mettent à disposition, ou bien mettent à la disposition de ces 3 pays de Sahel des éléments pour les appuyer dans leur lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire les forces, militaires. Les militaires, pour appuyer les 3 pays du Sahel pour lutter contre le terrorisme, y compris le Togo au nord. Si ils changent de comportement sur ce système, je pense personnellement qu'elle va retrouver sa crédibilité. Parce que la CEDEAO, là où elle est aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'elle est à la croisée des chemins, mais ses soucis sont trop nombreux. Elle est agonisante. Parce que l'acte que vient de poser le Niger, le Mali et le Burkina Faso, c'est très grave.
pour que la CEDEAO puisse survivre. C'est pourquoi moi j'ai dit tantôt que la CEDEAO se regroupe pour tendre la main à ces 3 pays et négocier. Au lieu de dire qu'ils vont faire l'intervention pour ramener le président Bazoum au pouvoir, qu'il négocie plutôt avec la junte nigérienne pour la libération de Bazoum sain et sauf. Si intervention il y a, qui leur dit que M. Bazoum va rester en vie pour qu'on puisse le ramener au pouvoir? Cette analyse est à prendre au sérieux. Parce que intervenir au Nigeria et au Niger, c'est sous quel droit? Quel acte juridique peut confirmer ou bien peut leur donner droit à cette intervention? La seule organisation qui laisse qui peut autoriser cette intervention sur le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce que les Américains ont fait en Irak, il ne faut pas considérer. Parce que c'est une intervention illégale et illégitime. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que ils ont l'engagement d'eux, mais les moyens à leur disposition seraient un peu difficiles, mais avec l'appui de la Chine, de la Russie, avec la livraison des armements que ces 2 pays ont eu, que le Niger et que le Mali et le Burkina Faso ont reçu ces derniers temps, je pense qu'ils peuvent être à la page. Ok. Je donnais ces noms, ces 3 pays, excusez-moi, auront-ils aujourd'hui les moyens techniques et financiers surtout pour pouvoir atteindre leur objectif qui est de venir à bout du terrorisme en unissant leurs forces? Bon, je pense que c'est des militaires, ils ont eu à faire la part des choses avant de se mettre ensemble et avant d'étaler les objectifs. Vous savez, quand vous prenez par exemple... comment dirais-je, le Burkina Faso. Le Burkina Faso, aujourd'hui, c'est vrai, l'armement de ce pays a l'air rock. Et Kaboré, et aujourd'hui, vous voyez, ce n'est plus la même chose. Vous prenez par exemple le Mali, l'armement a l'air bacane. Et aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Vous prenez par exemple le Niger. Le Niger a aussi un creuset d'armement, quoi qu'on dise. Ce n'est plus au même niveau. Alors, si ces 3 pays-là mettent ensemble leur énergie, leur effort, je pense qu'ils pourront atteindre un niveau de cet objectif. Heureusement, ils ne se sont pas appelés le G3 Sahel. Ça veut dire que cela sous-entend une prochaine ouverture, ou alors on peut encore accepter à ce qu'il y ait d'autres adhésions. Et donc, les jours à venir, je compte bien que si les objectifs nobles de cette alliance attirent d'autres également, cela pourrait donner une autre ouverture et donner un autre élargissement de force et atteindre les objectifs. D'où la crainte du doyen tantôt, voire le dégonflement de la CEDEAO qui malheureusement, s'il ne se prenait pas plutôt négocié et sorti par la grande porte, finira par devenir un ballon qui n'aura plus malheureusement d'air. Financièrement, est-ce qu'ils ont les moyens? Financièrement, quel État africain a véritablement les moyens? Les moyens, ça se cherche. Et voilà pourquoi il faut jouer avec les partenaires. Il faut jouer sur des partenaires, les partenariats francs et sincères. Est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans la même dérive que le G5 Sahel? Le risque... Avoir des partenaires, mais finalement ne pas avoir les moyens pour... Bon, c'est vrai, le risque zéro n'existe pas. Voilà pourquoi il faut quand même courir le risque. Le risque zéro n'existe pas. Oui, tout partenaire a un intérêt aussi à défendre. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai toujours dit sur ce plateau que les choses ne seront plus jamais comme de par le passé sur le continent africain. Oui, on aura des risques, mais ces risques seront beaucoup plus minimisés. Je disais tantôt, ou alors le John le disait tantôt, s'il y a à mettre quelque chose à l'actif de ce regroupement, peut-être, si on défend véritablement l'intérêt de l'Afrique, il serait temps et intelligent d'ailleurs de mettre ces forces-là des états-majors de la CEDEAO, voilà, au profit de ce regroupement, d'autant plus que ce regroupement dit vouloir lutter contre le terrorisme. Quand je vois les réunions qui ont eu lieu à la suite de la prise du pouvoir par les militaires la dernière fois, comment c'est impressionnant, je me dis, si on faisait ces mobilisations contre le terrorisme, je pense qu'un grand pas serait marqué depuis sur le continent. Dans les moyens, ça viendra. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve tout de suite pour la suite de cette émission.